Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan. Aujourd'hui, on va parler avec Mike Briand de la distillerie Oudwyer à Gaspé. Salut Mike, ça va? Salut, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça va vraiment bien. Ouais, c'est un été de fou, fait qu'on a calmé un petit peu avec l'automne, là, fait qu'on est capable de faire un petit peu plus de production dans ce temps-ci. Là. OK, ouais, c'est ça, ça a roulé pas mal la Gaspésie cet été. Là. Ce qu'on va parler, c'est vraiment l'histoire avant la distillerie, comment ça s'est créé. L'histoire de la distillerie, c'est que quand j'étais à l'université, j'étais dans un club étudiant où toutes mes amis ont eu l'intérêt de faire la distillation parce que c'était juste comme vraiment cool. Fait qu'on faisait beaucoup d'expériences avec la distillation, qu'est-ce qui marchait pas. Maintenant, ce groupe-là, c'est vraiment comme les brasseurs. Là. Mais on a vraiment parti sur un trip de distillation à l'université. Quand j'ai retourné à Gaspé, je me suis dit qu'il n'y a pas une distillerie en Gaspésie encore. Ce serait une bonne opportunité de créer quelque chose de nouveau. Fait que j'ai lancé comme une page Facebook. Rien, j'avais pas une compagnie. J'ai trouvé un nom qui marchait avec notre histoire irlandaise. Puis j'ai mis ça sur Facebook. J'ai demandé à quelqu'un, un graphiste, de faire une genre de Photoshop de le nom Radon avec le chanterelle. Puis on a publié ça, mais il n'y avait rien de tangible. Là. C'était juste... la première journée, on a eu 90 000 vues. C'était pas boosté comme post, là. C'était juste organique. Là. Puis là, j'ai eu des appels de Revenu Canada, puis le Régie des alcools pour s'assurer que, comme, qu'est-ce que je fais. Mais je les assurais. Même, ils ont appelé ma blonde au travail pour demander ton chum, il distille-tu, là? Mais c'était ça. C'était juste, je voulais s'assurer qu'une distillerie marcherait en Gaspésie, puis je voulais voir le résultat. Fait qu'on a commencé ça comme ça. Puis là, j'ai eu un message de mon associé maintenant, Fred. Lui, c'était un docteur en chimie organique. Fait que tous les essais que je faisais, parce que je n'avais pas un permis de distillation, je faisais tout en macération. Et je savais que je voulais faire une gin aux champignons forestiers parce que c'était ça autour de ma maison. Là, okay. La philosophie du gin, c'est que tu prends tout ce qui est autour de chez vous. Là. Fait que, on a mon voisin, ancien voisin, c'était Gaspésie Sauvage. C'est lui qui m'a vraiment comme orienté d'utiliser quelle sorte de champignons, qu'est-ce qui est plus facile. Puis j'ai pris ses conseils à lui. Puis quand j'ai rencontré Fred, il m'a dit comme, regarde, j'ai un plan d'affaires d'une distillerie, je voulais faire ça depuis longtemps, mais ça ne marchait pas. Il y a 4 enfants, puis il a dit que c'était lourd, là, juste d'embarquer dans une distillerie avec tout ce qu'il y avait aussi. Fait que j'ai rencontré lui pour 4 mois chez lui pendant mes midis. Okay. Je travaille dans un magasin, puis j'ai été chez lui un couple de jours par semaine pour juste parler le plan d'affaires, pour qu'il m'aide, me dirige dans la bonne direction. Puis après 4 mois, il a dit Mike, tu veux-tu un partenaire? J'étais comme, ce serait vraiment fun. Hein, on travaillait vraiment bien ensemble. On est vraiment différents comme personne. Puis on a réalisé qu'après 4 mois, qu'on était une vraiment bonne équipe. La minute qu'on a vraiment signé comme compagnie, on était partenaire, c'est là que ça a commencé à rouler. Là. Parce que Fred est vraiment bon dans les affaires administratives, fiscales, côté subvention. Fait que ça a commencé de rouler bien. Et aussi,
beaucoup d'investissements sur le part de sa femme qui est médecin. Ça nous a aidé énormément. Là. Donc, on a eu un prêt de eux et c'est comme ça fonctionnait vraiment bien dès le début. Fait que quand il a goûté mes premiers essais, c'était vraiment pas rapport. Je prenais du vodka cheap parce que j'avais pas l'argent pour acheter comme du vodka vraiment neutre pour faire les macérations. Mais même en faisant de la macération avec un alcool de grain neutre à très bonne qualité, ça fonctionne pas bien, là, les champignons. Là. Fait que là, aussitôt qu'on a eu le permis, puis une locale, on a commencé de faire les vrais essais de distillation avec le vapeur, avec les champignons. Et on a trouvé que c'était vraiment difficile. T'sais, on ne pouvait pas mettre les rations un pour les ingrédients, le nombre de champignons qu'on avait. Exemple, on a 4 sortes de champignons, le chanterelle en tube, armillaire du miel et l'acteur d'érable. Il y en a certains champignons qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Exemple, le chanterelle en tube, c'est 10 fois plus puissant, aromatiquement parlant, que le chanterelle. Fait que si on mettait une ration 1 pour 1 dans le panier d'aromates, tu goûterais juste le chanterelle en tube. Fait que ça a pris beaucoup d'essais-erreurs. Puis, pour avoir comme le vrai final goût, ça prend comme 6 semaines. Oui. Après que tu distilles. Fait qu'on était comme, est-ce qu'on fait comme plusieurs essais, puis après 6 semaines, on fait un entonnoir de qu'est-ce qu'on veut, puis c'est pas mal ça ce qu'on a fait. Là. On a réalisé notre recette, tout était beau, le branding était là, le régime des alcools était on board, puis là, on a acheté des étiquettes des bouteilles. Et là, la SAC a dit, on a eu une lettre par Santé Canada. Puis apparemment que tu n'as pas le droit d'utiliser des champignons dans l'alcool. Fait qu'on était comme quoi? Fait que là, on a regardé la définition de c'est quoi un gin dans les aliments Canada. Puis ça dit un alcool ou un gin, il faut que ce soit aux substances végétales. Ben, un champignon, c'est pas végétal. Okay. Dans cette époque-là, c'était un fungus. Là. Fait que Fred, lui, c'est un docteur en chimie organique. Il sait comment l'écrire une mémoire. Il avait un bébé de 2 ans dans ses mains en train de faire une nuit blanche. Il écrit une mémoire dans une nuit. Puis pour prouver 2 choses. Cette loi a été écrite pendant la Prohibition, en 1900, après la Prohibition, tout de suite après. Dans cette époque-là, la définition de champignon était toujours considérée végétale. Avec notre argument, les auteurs de la définition ont considéré champignon dans la définition. Mais en 1960, ça n'a pas été changé quand champignon a été classifié comme fungus. C'était ça. Puis, il y a un autre. Le champignon, disons que quelqu'un est allergique. Le champignon, comme un champignon toxique, ça peut pas être transmis par la vapeur. OK. Ça a soulagé beaucoup Santé Canada. Et la dernière chose, c'est que nous, on prend une cueilleur certifiée Gaspésie sauvage. Eux, ils avaient peur que moi et Fred, qu'on n'a pas de cours là-dedans de foraging, qu'on essaie de ramasser des champignons, puis il y en a dans le tas qui sont toxiques. Même si des affaires de vapeur ne se transmettent pas, il y avait peur. Donc, en prenant un cueilleur professionnel, certifié et assuré, ça a soulagé beaucoup la crainte de Santé Canada. Et Fred a dit, Mike, normalement, une décision comme ça, vu que c'est comme un changement de définition, ça peut prendre comme 1 an. Et nous, on investit beaucoup d'argent pour... Puis, il y a beaucoup de gens qui demandaient « Et où les gin aux champignons? Et où les gin aux champignons? » Mais nous, on était comme « On attend. » On a écrit au Canadian Inspection Agency, Food Inspection Agency, plusieurs fois par jour,
téléphone. À un moment donné, après 3 semaines, ils ont dit, OK, bon, là, on va vous accepter. Là. Fait que, ils ont nous accepté, puis il n'y a pas long après ça, la SAC, on fait une commande. Là. OK. Ouais. C'est fait que la première commande de la SAC était à 1200 bouteilles, qui était complètement standard avec les premières commandes. Ils ont commandé avant goûter. Parce que j'ai fait le marketing depuis 1 an. Ouais, la demande Sans était avoir là. un produit, là, je savais que ça marcherait. Mais fait que la demande était là. Fait que la SAC a dit, OK, on fait une commande de 1200 pièces, 1200 bouteilles parce que les gens écœurent les succursales. Mais ils ont dit, envoie-nous les échantillons du premier batch, s'il vous plaît, puis on va inspecter ça. Après 1 semaine ou 2, ils nous appellent pour dire, ben, envoie un courriel pour dire, on va changer le PO. C'est plus 1200 bouteilles, ça va être 4800. Mais là, parce qu'on était tout nouveau, puis on ne connaissait pas supply chain management, on avait commandé juste assez pour 1200 bouteilles de choses. Fait que là, on avait un temps minime pour trouver le reste, les bouteilles. Fait qu'on a trouvé une distillerie à Michigan qui avait les mêmes sortes de bouteilles que nous. Puis on a commandé ça en rush. On n'avait plus de capsules. On a coupé chaque capsule à main. Ma femme était enceinte. Là, on a coupé chaque capsule parce que c'est des capsules à 20 qu'on utilisait. Okay. Mais les capsules à 20, c'est un quart de plus trop long. Fait on a coupé chacune avec les ciseaux. Hey, j'ai trouvé des bouchons. On a appelé Stéphane Riffaut des distillateurs subversifs pour demander s'il y avait des bouchons. Tu sais, un compétiteur, il a-tu des bouchons pour nous aider? Il a nous aidé quand même dans la bonne direction. Là. Fait qu'on a rempli cette commande, puis on n'a jamais... la SAC ont vu que... ils savaient qu'on avait juste assez pour 1200 bouteilles, puis je pense qu'ils voulaient voir à quel point on était prêts. Fait qu'on a rempli la commande, puis ça a vraiment bien été après ça. Le rapport qu'on a avec la SAC, ça marche très bien, puis c'est ça, c'est une relation qui a beaucoup de confiance. Là. Ça, parce que là, vous êtes même passé en produits réguliers, là. Fait que vous êtes sur les tablettes pendant toutes les SEQ, en régulier. Oui, exactement. Exactement. Puis ça a été quand même une chose difficile dans les derniers mois parce qu'on a changé le format de nos bouteilles. Là. Fait qu'on était produit courant avec notre bouteille de 750 ml. Là, on a eu plus d'intérêt dans l'étranger pour nos bouteilles en Europe, mais leur règle, c'est qu'il faut que ce soit au 700. À 700, c'est exactement CL. Fait que là, on a changé le format de notre bouteille et la SAC, on dit, ben il faut que c'est de nouveaux produits. Là. Fait que c'était comme, on commençait de rien. Là. On commençait de comme si on était un nouveau distillerie. C'est un nouveau code barre, c'est un nouveau numéro de produit. Et on a vraiment travaillé avec la SAC pour s'assurer qu'on peut rester comme produit courant parce que c'est quand même un produit qui est en demande. Là. Fait qu'on ne veut pas que notre client arrive à l'établir pour dire « Et où la Radun? » La Radun est là depuis 4 ans, puis c'est plus là. Fait que c'était une grosse affaire pour nous dans les dernières 4 mois que Fred travaille là-dessus, puis ça marche. Là. Fait qu'on est content. Ouais, là, c'est réglé pas mal partout. Le 750, il est pas mal disparu. C'est rendu du 700 partout. Là. Exactement. Puis c'est dommage parce qu'aux États-Unis, c'est comme interdit, le 700 ml. Fait qu'on était comme... On avait le choix à faire. Là. Envoyer nos affaires en Europe ou aux États-Unis. Il y a une plus grosse demande en termes de courriels qu'on reçoit, de messages sur Facebook de l'Europe que des États-Unis. Fait qu'on ne va pas se battre pour essayer de rentrer dans un marché qui est déjà inondé. Là. OK. Ouais, c'est cool. Puis là, cette Radun-là, probablement le nom, il vient d'où, Radun? Radun, c'est un endroit entre Rivière-Nord et Gaspé. Donc, c'est plusieurs raisons pour lesquelles on a pris ce nom-là. Le Radun, ça veut dire aura des dunes. Fait que c'est vraiment un bel endroit. Tu as 2 montagnes sur chaque côté. Tu as Pac-Forion sur un bord, puis
montagne de Saint-Maurice sur l'autre, puis il y a les lacs en haut, les montagnes. C'est vraiment beau. Puis là, tu rentres dans une botte d'une vallée où c'était une belle route là, avec des maisons, une rivière à côté. Et cet endroit-là, on a choisi ça parce que c'était une gin aux champignons. Puis quand tu as 2 montagnes sur chaque côté, il y a pas beaucoup de vent qui passe, il n'y a pas beaucoup de soleil. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est un endroit parfait pour les champignons. Puis oui, il y a beaucoup de champignons qui poussent là. Une autre raison, c'est que on aime vraiment l'histoire de la Gaspésie, puis les bootleggers, l'alcool de contrebande dans le temps. Puis les gens dans la Radoune, ils distillaient pour les pêcheurs qui allaient au large. Là. Fait que c'était vraiment un endroit où les gens, ils distillaient là, ils faisaient du bootlegging, puis du moonshine, la bagasse. Et on s'est dit, ben, c'est un hommage à ces gens-là pour faire notre produit. Puis pour Radun, tu utilises du GNS? Ouais, NGS, Greenfield. Ouais. Puis on a fait des tests le plus qu'on pouvait avec notre pot still. Puis même avec une column still, là, on goûte quand même le base. Là. Puis la minute qu'on goûte le base, ben, tu perds de champignons parce que le champignon est tellement subtil. Oh, ouais. Fait que là, on met en question de est-ce que c'était vraiment worth it de cueillir 700 kg de champignons par année quand tu peux même pas goûter. Fait que ouais. la qualité de Greenfield, c'est dur d'approcher avec une column still qu'on a à la distillerie. Mais on travaille là-dessus. Là. C'est parce que le champignon est vraiment subtil dans le gin. Fait qu'on essaie de faire de quoi pour qu'on dise tout est fait à la distillerie, mais c'est ça. C'est un dossier qui quand même dure longtemps. Cool. Fait que là, tu as percé le marché SEQ avec la Radoune en premier. Après ça, c'est quoi le deuxième qui est sorti? C'est la Radoune vieillie? Oui, c'est la Radoune vieillie. Où, on a acheté des barils de Bourbon puis de Rye. On voulait vraiment plus axer sur le côté Bourbon, de Rye, parce qu'il y a d'autres Bourbons gin vieillis sur le marché. On a sorti le gin vieilli quand même 2 ans après. 2 ans après le gin normal, parce qu'on n'avait juste pas de temps. On étiquettait à main avec une bouteille carrée, avec 4 étiquettes. C'était vraiment long. On n'avait pas de temps libre pour faire... pas de temps libre. On n'avait pas de temps pour investir dans d'autres projets. Okay. Mais la minute qu'on a commencé à automatiser le côté emballage, c'est là que les produits ont commencé de popper chez nous. Là. Fait que le gin vieilli, c'est ça, on a réalisé que il y en a certains gins vieillis sur le marché, pas juste au Québec, mais quand même aux États-Unis puis en Europe. Les gins vieillis qui sont qui goûtent vraiment le produit précédent. Oui. Fait que c'est plus comme un gin, c'est une slush avec les notes de gin. Nous, on a pris les barils, puis on a lavé les barils pendant 1 semaine là, pour s'assurer 2 choses, que ça ne coule pas, puis aussi pour enlever vraiment le goût là, de le produit précédent. Maintenant, ça reste d'être une gin avec les notes de rye, avec les notes de rhum, peu importe. Là. Fait que ça a pris quand même... on a fait ça dès le début. Puis c'est ça. Normalement, ce que les distilleries font, ils mettent de l'eau bouillante à l'intérieur. Là. Fait qu'ils s'assurent que toute bouche, là, ça gonfle. Puis là, ils vont mettre leur spiritueux à l'intérieur. Là. Mais ce n'était pas l'avenue qu'on voulait prendre. Puis on est vraiment content. La dernière gin vieilli qu'on a faite, c'est un baril de rye pendant 15 mois. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai la chance, j'ai réussi à y goûter hier. On avait un meeting, puis j'ai réussi à y goûter justement ton dernier rye 15 mois. Là, c'est vraiment très, très bon. Hein. Merci. Puis c'est ça qu'on a fait avec, j'ai oublié de mentionner ça, c'est que chaque batch qu'on fait de gin vieilli, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas de lecture académique pour dire fais ça, puis ça va être ça le résultat. C'est beaucoup essai-erreur. Et toutes les compagnies, je comprends, toutes les compagnies gardent leur secret pour eux. Fait que nous, on fait chaque batch des barils de tequila.
un autre batch baril d'érable, un autre batch le rhum. Puis, tu sais, fait que là, on a réalisé qu'à date, là, le rye, c'est vraiment gagnant avec le profil de notre gin. Et c'est ça, on est vraiment, vraiment content. Puis on a vraiment essayé, même les différentes essences de bois. On a fait faire une barille en érable à sucre. Puis on a mis notre gin à l'intérieur. Puis ces types de barils, c'est un échec total. Là. Ça coule de partout. Ouais, oui, puis tu sais, les barils en chaîne, ça existe depuis des centaines d'années. On ne va pas essayer de refaire le rue là, pour rien. Là, la chaîne, ça marche, puis ça marche bien. L'érable, là, c'est trop dur comme bois, ça plie pas, ça coule, puis ça pourrit aussi. Et ça, je me souviens, en 2006 à peu près, 6-7, j'avais fait faire des cuves en érable à sucre, mais tronconique debout, juste les petites, là, 20 litres, puis ils coulaient par en haut. Ah ouais. Oui, ça pognait un chemin de sel, là, puis ça coulait par en haut. Il y avait vraiment de la job à faire. Mais le sel qui sortait, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis le goût, c'est comme du caramel, je trouve. Ouais. Mais normalement, un baril, c'est facile à gérer parce que tu roules ça sur le plancher ou, tu sais, mais avec le forme conique, c'est la même chose pour nous. On avait une forme conique et c'était très lourd, mais ça va dans le rond. Là. Fait on est obligé de prendre le petit pallet truck pour transporter partout. Puis on s'est dit c'est trop long. Ouais. C'est ça, on avait eu le même problème que toi, ça ne plie pas, ça casse. Fait que même avec les bonnes techniques de tonnellerie, là, il finissait par craquer autour quand tu essaies de faire ton tonneau. Fait qu'en le laissant tronconique, ça réglait un des problèmes, mais ça créait d'autres problèmes après. Là. Ouais. Ben, c'est une bonne utilité. Il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Là. Le bois d'érable à sucre, le fait que ça coulait sève puis c'était sucré, on a trouvé ça vraiment intéressant, mais ça pourrit vite, puis c'était pas idéal. Fait que là, c'est ça, on a commencé de faire d'autres produits l'année passée, il y a 2 ans. On a fait le Pudding Stone. Fait que le Pudding Stone, c'est une crème. As-tu goûté le Pudding Stone? Non, j'ai pas eu la chance encore. Ben ça, il faut aller chez vous pour le goûter. Hein? Faut pas, il n'y en a pas en SAQ. Non, exactement. Fait que c'est le Pudding Stone. On a pris pas toutes les crèmes sur le marché, mais les crèmes que moi et Fred ont aimé beaucoup. Puis on a réalisé une chose that stood out above all. Toutes les crèmes étaient vraiment sucrées. Fait que quand une crème, c'est vraiment sucré, ça veut dire que les producteurs mettent beaucoup d'essence de peu importe saveur. Essence de vanille, essence de noisette. Ouais. Fait que quand tu utilises une essence, ben, c'est vraiment amer. Pour récompenser pour ce côté amer, ils mettent plus de sucre. Fait que après une verre de ce produit-là, de ces produits, tu sens vraiment plein vite. Ce qu'on a fait avec le Pudding Stone, on a utilisé des champignons pour aromatiser le produit. Fait qu'on a utilisé un champignon qui s'appelle lacta d'érable. Puis c'est ça qui donne le goût d'érable sans être trop sucré. Fait que le monde, c'est ça que le monde on trouvait ça vraiment intéressant. C'est que comment c'est moins sucré puis le goût d'érable. Fait que j'ai expliqué ça. Puis c'est pas marqué sur la bouteille un gros champignon comme la radone là, parce que ça se vendrait jamais, tu sais, un champignon. Là. Mais c'est ça, fait qu'on a gardé quand même pas un secret parce qu'on est en train de parler, mais c'est pas dans le branding du produit qu'on utilise des champignons. OK. Puis Pudding Stone, ça vient pas de pudding, c'est une montagne qui s'appelle comme ça, c'est une place dans ton exactement. coin. Dans tous nos produits, on essaie de relier l'histoire de la Gaspésie. On essaie de faire rayonner la Gaspésie avec des petites histoires en arrière. Fait que c'est ça. Le Pudding Stone, c'est une montagne. Sur le top de la montagne, c'est une montagne, le plus haut montagne à Gaspé. Puis les roches en haut de la montagne, ça ressemble comme du pudding. Le type de roche, c'est Pudding Stone. Puis cet endroit-là, c'était la place pour les gardes-chasse. Ils regardaient partout, là, puis ils regardaient s'il y avait des braconniers. Puis c'est comme ça, on a pris le nom puis le petit branding parce que
les chasseurs, ils aiment vraiment le crème liqueur en Gaspésie. Fait qu'on s'est dit que c'était un petit clin d'œil. C'est pour ça qu'on a mis une orignal sur l'étiquette. Puis c'est fait une... c'est juste drôle, là, utiliser une orignal qui est comme déguisé en mode personne, là, en mode de Monsieur Oldwyer, là, le personnage. Là. Fait que c'est ça, on aime vraiment le crème en Gaspésie. Là. Tes origines, c'est d'où? Tu disais irlandais, mais tes parents sont un Gaspésien et un Irlandais ou c'est juste tes grands-parents? C'est mes arrière-grands-parents qui viennent d'Irlande, là, les deux côtés, mon père puis ma mère. Okay. Mon père, c'est lui qui vient de Douglastown, là, que sa famille est vraiment irlandaise. Là. À Douglastown, à Gaspé, il y a beaucoup de gens qui ne parlent même pas français. Là. C'est vraiment... Quand mon père il vient à Gaspé, puis il passe un petit peu de temps avec mes oncles et mes tantes, ils ont un accent irlandais. Okay. Fait que c'est ça. C'est quasiment comme accent Terre-Neuve. Mais c'est ça, fait que le côté irlandais, ça vient de mes arrière-grands-parents. Après ça, tu as eu aussi le Saint-Pierre? Oui, c'est ça. Le Saint-Pierre, on a fait au même temps que le gin vieilli, en fait. Là. On a décidé de faire une moonshine, mais 100% large. Fait que, on voulait faire comme une single malt parce qu'il n'y avait pas ça sur le marché. Il y avait le moonshine de Saint-Laurent, il y avait toutes sortes d'autres moonshine comme Buffalo, puis plus sur le marché américain. Mais on a réalisé qu'il n'y avait pas une single malt non vieillie. Moi puis Fred, on a toujours dit, hey, ça goûte quoi comme Belveni, aucun vieillissement. Fait on a décidé de faire une Rauch Beer, une bière de l'orge fumée, là, une bière fumée, puis distiller ça. Et on a trouvé ça vraiment intéressant. Le premier batch qu'on a fait, c'était... ça goûtait vraiment fort. Je pense qu'on n'a pas bien fait la fermentation parce maintenant, on a des beaux fermenteurs de 2000 litres chaque, là, mais là, on avait des fermenteurs dans les tot tanks, là, dans des affaires de 1000 litres là, en plastique, là, avec aucun contrôle. Puis c'est ça, le premier batch qu'on a fait, c'était pas vraiment bien réussi. Mais le deuxième batch, c'est vraiment beau produit. Là. C'est là qu'on a engagé un gars, il y a 30 ans, il vient de finir sa maîtrise en biochimie. Fait que vraiment la fermentation. Là. Puis lui a vraiment réussi de faire le moonshine, Rauch Beer, ça sent fumé. C'est une vraiment bonne réussite. Fait que si jamais tu vois une batch 2 de Saint-Pierre, c'est un beau produit. Puis c'est ça. T'es sold out. Ben, c'est pas... Tu vas le trouver dans certaines succursales, j'imagine. C'est sold out à la distillerie. On a vendu une palette de ça, mais c'est quand même dans certaines succursales en Gaspésie, puis peut-être dans les sélections. Mais c'est ça, ce qu'on voulait faire, c'est que on voulait vendre une Saint-Pierre 3 ans avec une Saint-Pierre non vieillie, Saint-Pierre Moonshine, pour faire une genre d'éducation aux gens, c'est quoi l'effet de vieillissement dans un produit. Puis ça a juste tombé au moment qu'on voulait faire ça. Notre mash tun, le moteur de notre mash tun a comme brisé. Puis ça fonctionnait juste pour faire notre acérum. C'est juste assez pour manger le sirop d'érable puis l'eau. Mais c'est ça, ça fonctionnait pas bien pour le grain. Le moteur sautait à chaque fois qu'il y avait la résistance à cause du grain. Là. Mais là, on a commandé un gros monteur, là, puis là, on va commencer de faire du whisky, on va mettre dans les barils. Mais on fait pas comme... On ne va être pas comme une distillerie de whisky, là, jamais. On fait ça comme un couple de batch par année pour le fun, pour gagner des connaissances, mais on va jamais avoir une grosse production de whisky ici. Et puis là, pour ton comparatif non vieilli puis vieilli, tu ne vas pas te garder un 1000 litres dans une tow tank pas vieilli. Ben, c'est pas vieilli, il va vieillir 3 ans, mais il va rester blanc. Puis l'autre en baril, tu vas refaire des batchs, puis c'est ça que tu vas vendre comme ensemble. Tu vas faire vieillir 3 ans en fût, puis une nouvelle batch dans 3 ans qui va aller avec pour comparer. Exact. Puis c'est ça, c'était justement pour montrer aux gens. Puis si on était vraiment hot, là,
c'est que on split le batch en deux qui sort de l'alambic. On met la moitié dans les barils, puis on met la moitié dans les bouteilles. Ouais, c'est ça que je pensais. Ouais, c'est pour la même batch. C'est exactement le même. Ça sort de la même alambic. Là. Fait qu'on voulait vendre dans les petits boîtes cute, là, deux bouteilles pour montrer aux gens. Mais, tu sais, une whisky vieillie 3 ans, serait pas. Tu sais, ça goûterait comme un Jack Daniels, quasiment, là. Parce ouais, que c'est jeune. Oui, c'est très jeune. C'est très jeune. Pas un 12 ou... Exactement. Ça commence à être intéressant à 10 ans. Puis, puis garder des bouteilles de blanc pendant 10 ans, il n'y a pas d'intérêt pour toi. À part juste le test à la fin, là, mais il faudrait que tu le vendes le même prix qu'un vieilli parce que tu l'as supporté pendant 10 ans, ta bouteille de blanc. Ouais. Ça prend, ce serait une affaire de spécialité. Tu vends 2 bouteilles par coffre, puis tu vends 100 coffres par année ou quelque chose. Ouais. Pas une affaire de grosse production comme Jameson. Là. Non, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Et puis, ben là, on a parlé de la sérum, que ton brasseur il est bon juste pour ça. Il s'appelle la Gaspésienne? Oui, la Gaspésienne numéro 20. Parce qu'on a fait un partenariat avec la Gaspésie, le musée de la Gaspésie. Puis c'était pas mal. On a pris comme leur branding, on a trouvé ça vraiment bon. C'est un historien qui a fait le côté artistique pour le musée. Puis on a demandé, est-ce qu'on peut comme carrément prendre ça parce que c'est ça qu'on voulait pour ce produit. Fait que c'est ça, on a pris le bateau Gaspésien numéro 20. Les gens peuvent aller visiter physiquement au musée, là, puis ils peuvent aller sur le bateau. Puis tout, là. Okay. On a pris ça, puis c'est un petit clin d'œil aux histoires maritimes de la Gaspésie et le côté exportation d'érable à sucre. C'est ça, le sirop d'érable. Ouais. Fait que c'est difficile de faire comme un entre-deux, là, parce que le rhum, c'est comme Naval, mais il prend la malasse et le canne à sucre qui vraiment, comme historiquement parlant, ça marche avec les sailors dans le temps. Pour l'acérum, c'est difficile de comme, penser à un branding comment faire le branding de l'acérum au complet. Pas juste notre distillerie, là, mais de comment que ça va être réceptionné à l'étranger, exemple. Parce que ça goûte nos essais, notre acérum, je trouve que ça goûte entre comme un scotch et un tequila. Okay. La gave a comme la même quantité, apparemment, la gave a la même quantité de bricks de sucre que le sirop d'érable. Fait qu'il y a une grosse similarité, là. Mais si on dit, le moment qu'on dise « Hey, c'est une spiritueux au sirop d'érable », le monde va penser que c'est une sortilège tout de suite. Ouais, que c'est sucré, puis que... Ouais. Puis c'est ça que le monde a pensé. Les premières bouteilles d'acérum ont été sur le marché avec, Distillery Shepherd, puis plus tard, c'est Laurent. C'est que le monde encore pensé que ça aurait été comme vraiment plus sucré comme liqueur. Fait qu'on était comme association, on était comme, ben, comment on va faire le branding pour que le monde sache que c'est une autre vie d'érable. Fait qu'on est en train de travailler sur ce dossier-là parce que c'est quand même compliqué, là. On est en train de classifier un nouvel type d'alcool. Oh, oui, puis qu'il va y avoir une espèce de base pareille pour tout le monde. C'est sûr que chacun va avoir sa saveur, son affaire, mais c'est l'équivalent d'un rhum. Dans un rhum, il y en a dans plusieurs pays, il se passe plein de choses avec le rhum. Mais là, ça va être un acérum qui ça vient juste d'ici, quelques petits États, puis peut-être d'autres provinces autour qui vont pouvoir faire un produit similaire. Là, je sais que j'en ai goûté au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas... Oui, exactement. Puis c'est ça l'acérum gaspésien numéro 20. Là. Puis nous, on a mis une bâton de vieillissement à l'intérieur. Là. Parle-moi de ça un peu, voir comment ton expérience avec la SAQ, puis pas... Oui, ben c'est ça. Avec les champignons, c'était compliqué. Ça a pris longtemps, là, puis la SAC, on dit, bon, Dwyer ne fait plus de niaiseries, là, parce que on était quand même obligé de changer la loi du gin. Là. Fait que la SAC... Puis là, 2-3 ans après, on appelle la SAC, puis on a dit, est-ce qu'on peut mettre un bâton de vieillissement à l'intérieur de la bouteille? Et la SAC était comme, quoi?
qu'est-ce que tu veux mettre? On a dit, ben, une morceau de chêne pour que ça vieillit dans la bouteille. Ils ont dit, on te revient avec ça. Fait que 3 semaines après, ils ont dit, si ça rentre, il ne faut pas que ça sorte. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs clients boivent avec les particules de bois puis ils choquent. Fait que là, on a designé notre, je ne sais pas si tu es capable de voir, là. Oui, il y a un petit spring, là. Fait que là, quand ça rentre, là, ça spring, ça ne sort pas. Si vraiment tu essaies vraiment fort, là, ça va sortir, là, mais ça ne va pas sortir tout seul. Fait que là, on s'est dit, pour distinguer des autres, parce qu'on a juste un ingrédient. Oui, tu peux jouer avec le type de levure, tu peux jouer avec comment tu fais la fermentation, et aussi le côté, est-ce qu'on utilise d'eau d'érable, le sirop d'érable straight up ou sirop bourgeon. Fait que nous, on achète de la fédération, sirop bourgeon, puis on met dans notre mash tun, on le pasteurise d'une certaine façon, puis là, on fait notre fermentation après ça. Et c'est ça, pour distinguer des autres, on a mis un bâton de chêne. Ce qui est similaire avec un vrai vieillissement, c'est que sur les côtés de le bâton, c'est brûlé parce qu'on coupe avec une découpe laser. Fait que c'est ça qu'on voulait. Au lieu de prendre une torche, on a mis le bois à une certaine épaisseur pour que ça venait juste brûler. Tu sais, si tu es plus mince, ça ne brûlera pas. OK. Fait qu'on a mis ça à comme 3-4 mm. À 4 mm, ça commençait à brûler. Fait qu'on était comme parfait, on a sauvé une étape. Là. Fait que là, c'est ça, parce qu'à l'intérieur d'un baril, normalement, c'est comme medium char. C'est char à l'intérieur. Ouais. Puis là, on a réalisé que ça donnait vraiment un goût intéressant qui marie bien avec l'acérum. Tu sais, on utilise un bâton de vieillissement, mais le vieillissement dans un baril, là, il y a tu sais, là, il y a un jeu de pression relatif absolu. Puis là, c'est ça qui fait en sorte que le liquide à l'intérieur vieillit, là, parce que ça rentre dans les pores de la chaîne, puis ça sort. Ça rentre, puis ça sort. Avec le temps, ça devient vraiment intéressant. Là. Il y a une vraie respiration par la pression à l'intérieur de la baril. C'est pour ça que ça vieillit. Ça, toute la pression est pareille. Là. Fait qu'il n'y a pas un effet de liquide rentrer, sortir. Ouais. Mais ça donne un bel effet de vieillissement pareil. Là. Après environ 6 semaines, tu vas trouver des notes un petit peu plus rondes, mais ça obtient son plateau à environ 6 semaines. OK. Puis quand tu mets ton bâton, l'acérum, c'est un acérum frais, blanc. Là. Puis après, la teinte, elle vient juste du bâton? Exactement. Oui. Ouais. Puis dans l'association, c'est Frédéric qui a aidé avec Joël puis les autres comment définir acérum. Puis on n'a pas le droit de mettre un colorant comme ce qu'ils mettent dans les scotch ou un colorant comme le caramel. Fait que nous, c'est vraiment vierge, on n'a pas le droit de mettre rien. Là. Fait que la couleur que tu as, c'est vraiment à cause qu'on a brûlé les 3 côtés de le bâton. Oh, OK. Ben, cool. As-tu d'autres produits qui s'en viennent, là, que tu travailles dessus? Puis... Attends, là, je vais demander à mon partenaire si je peux mentionner ça. Je vais juste aller voir. Ça sera pas bien, non? Merci. Non, il n'y a pas d'autres produits qui s'en viennent. Non, c'est ça. On a fait des essais de rhum avec le Malas il y a longtemps, puis on a une baril en vieillissement qu'on va faire ça pour... on va faire vieillir pour 2, 3, 4, 5 ans, juste qu'on trouve que c'est à point, mais ça va être juste 300 bouteilles. Là. Fait que, on va faire une affaire de spécialité ici à la distillerie, comme pas de réservation, les gens vont venir, puis... ça va être simple. Mais en termes d'autres produits vraiment qui vont sortir, on n'est pas prêt de dévoiler ça comme au public encore. Et justement, pour aller vous visiter, vous êtes vraiment proche de Gaspé, juste un petit peu au sud. Y a-t-il un côté, mettons, qu'on veut faire juste aller-retour? On part de Montréal, puis on va aller chercher une bouteille de Pudding Stone. Là. C'est quoi le chemin le plus court? Là? Le chemin le plus court, c'est par... Saint-Anne-des-Monts, puis tu viens par Murdochville et tu rentres à Gaspé.
je te vends une bouteille de Pudding Stone, puis c'est ça. C'est pas mal vite de même. Mais si tu vas sur le côté de Carleton puis Percé, tu peux visiter les autres distilleries aussi. Tu sais, tu as la Société Secrète qui marche très bien. Là. Eux autres, c'est toujours en rupture de stock. Mais tu as aussi la distillerie Marigot il va démarrer très, très bientôt. Là. Puis c'est, dans mon avis à moi, c'est comme ils ont tout dans leur package. Là. Ils ont une vraiment beau distillerie, style Scandinavian. C'est une coupe qu'on connaît vraiment bien, là, moi et ma femme. Puis je pense qu'ils vont faire des produits vraiment trippants. Cool. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ben, c'est ça, la dernière fois, je leur ai parlé, là, ils venaient de recevoir les équipements, ils s'installaient. C'est sûr qu'il n'y a rien de prêt à vendre encore, là, mais aussitôt que ça va être plus développé, plus leur produit cet été, mais on va se faire une petite entrevue aussi, puis on va en parler. Oui, tant mieux. Fait, un gros merci, Mike. Ça a été vraiment intéressant. Ça donne le goût d'aller vous visiter. Je suis sûr que, comme l'été passé, il y a plein de monde qui va continuer d'aller vous voir. Puis les petits produits exclusifs à votre distillerie aussi, c'est le fun. Fait un gros merci. Merci beaucoup, puis c'était vraiment le fun. Parfait. Bye bye.